Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce deuxième épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. Et oui, on défie déjà les pronostics. Rapport que personne n'a encore intenté aucune Simonac de poursuite contre la première ronde, ce qui est déjà bon, on s'entend là-dessus. Je suis Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves, comme toujours. Merci, ça fait plaisir. Pourquoi Ryan Reeves? Il a été conçu avec un savoureux, dis-je mal, et l'orthophoniste est en route, un savoureux mélange d'ADN de rhinocéros sur la créatine puis de chien fou sur le crystal meth. Fait que ça vous donne une idée. Oui, d'ailleurs, ça vient d'où, cette fascination de Ryan Reeves? J'ai oublié de te le demander la semaine passée. C'est comme le disait si bien Eddie Kreischman, ça c'est l'ancien agent de lutteur de la WWF. Il a pas peur de personne! C'est ça. Puis on l'aime bien, notre Ryan Reeves, parce qu'il approuve, et sûrement qu'il écoute même, ce podcast des Chevaliers de la Première Ronde. Oui. Bref, je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers préférés. Salut les boys! Hey, bonsoir! Ça va bien? Très bien, toi? Question, oui, ça va bien, je me porte à rêver, merci de le demander. Question à rafale pour vous autres. Aimez-vous les films de gladiateurs? Oui. Le dimanche. OK, c'est bien. Puis Bob Probert ou Gino Jick? Gino. Moi, je vais prendre Bob pour clasher avec Olivier. Excellent. Être fan des sénateurs ou un tison dans l'urètre? Le tison, s'il vous plaît. Je vais dire aucune de ces réponses. C'est bien, tu veux pas te mouiller. Non. Parlant de mouiller, crémeuse ou mancalis? C'est ça. Moi, je vais prendre la crémeuse. Ouais, on voit que Charles n'est pas autorisé à utiliser les mobiliers de l'église. Ça meurt. Attention, là. OK. Âge Sexville? 31, 2, 14. Les mensurations. C'est en plein à ça que je pensais. OK, on vous connaît beaucoup mieux, fait qu'il nous manquerait juste une dick pic. Bon, ça, c'est Tinder 101. Olivier Daigneault, donc, l'homme qui signe régulièrement ses chroniques sur le sport de combat, un billet nommé Dans les câbles, à ne pas manquer régulièrement sur la Première Ronde et le Grand Club. Comment ça va, mon cher Olivier? Ça va extrêmement bien quand je te vois, Charlie. Toi, comment vas-tu? Je vais bien, encore une fois. Et là, tu vas nous parler des commandites, la commandite officielle de la Première Ronde et de les Chevaliers de la Première Ronde. Qui ne sont pas officiels, sont officiels, mais ils ne savent pas encore qu'ils sont commanditaires. Les Brasseurs du Monde, découvrez, dégustez. Une magnifique blanche. On a toutes sortes de bières qu'on a achetées, là, parce qu'ils ne nous en donnent pas encore. C'est ça. Mais ça vaut la peine d'en parler. On devrait les mentionner à toutes les 10 minutes, donc faites-vous-en pas avec ça. C'est seulement dans le but d'avoir une caisse gratuite à tous les lundis. J'ai mis mon chronomètre dans 10 minutes. Moi, je vais te le dire, avant, je buvais de la O'Keeffe tablette, mais j'avoue que tu es en train de m'avoir avec tes brasseurs du monde. Puis j'aurais un slogan à proposer pour nos nouveaux commanditaires. Vas-y donc, je suis sûr qu'ils sont à l'écoute. Oui, c'est un foie bien nourri vaut mieux que 2 Shane Carson, tu l'auras. Écoute, si on n'est pas millionnaire bientôt avec ça, là. Puis également dans le studio, puis là, quand je dis studio, je dis surtout dans le boudoir. On a des posters, mais on va vous montrer ça. C'est bien décoré ici. Oui, il y a Samantha Fox, il y a Wayne Gretzky, Feeling 7-Up. Feeling 7-Up. Moi, j'ai aussi Arnold dans mon champ de vision. Oui, qui clash un peu le prédateur avec Samantha Fox, qui est un peu dénudé là, pour un 1984. Arnold aussi, il est quand même. Là, on voit des veines. Ouais. Les pipes sont au rendez-vous. Bon, fait que on en était où, là? Ça, c'est le Xanax qui vient d'embarquer. Oui, un gars qui couvre de main de maître les Canadiennes de Montréal, l'équipe de hockey féminine de Montréal, elle qui, on va se le dire, risque d'offrir un meilleur spectacle que le CH cette année. Il couvre également le NASCAR comme personne au Québec. Il sera également en charge du son pour ce merveilleux podcast d'assaut que j'ai nommé Charles Hamel de la Bussière. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. On voit c'est qui a les meilleurs applaudissements. Ouais, on voit c'est qui le bruiteur, surtout. Oui, exact. Donc, chance qu'il est là. Oui. Trêve de cabotinage en règle. Nous avons également l'honorable Vincent Filteau en ligne. Toujours là? Oui! Et voilà. Playball! C'est Playball, en effet. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas Vincent Filteau, il est littéralement la meilleure plume du baseball au Québec. C'est une encyclopédie sur 2 jambes qui consomme du baseball autant que Pete Rose amassait les coups sûrs à la belle époque de la Big Red Machine de Cincinnati. Comment ça va, mon Vince? Ça va bien. Tu m'as trop flatté, Charlie. Ça peut pas aller mieux. Après une victoire des Dodgers cet après-midi qui vont nous assurer un bon spectacle de baseball durant les séries éliminatoires qui s'amorcent pas plus tard que demain. Oui, tout à fait. Donc dans la nationale. Ouais. Ça va être du gros stock. Puis avant de commencer, évidemment, ce podcast vous est offert en format Néo-Cheap et la devise qui est de mise avec les Néo-Cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en prendrai pour $1. Yes, Vincent. Yes. T'es dans le temps, c'est ça qui compte. Fait que toi qui es en ligne depuis déjà beaucoup trop longtemps, puis je le sais que je suis en train de te faire manquer du temps précieux pour haïr les Yankees, puis fait que je me sens mal.
Donc, c'est une soirée d'élection aussi, il ne faut pas oublier. Oui, mais on n'a pas le droit d'en parler. On a oublié de féliciter notre nouvelle première ministre. Félicitations, madame. Bienvenue dans... Oui, ben c'est elle. Laquelle? Je sais pas. La première ministre, là, c'est pas elle je sais pas, qui a été élue? Non? C'est des choses qu'on ne sait pas. Tu sais, des choses qu'on ignore, mais j'ai pas consulté nos avocats, fait que je préfère pas parler de politique on serait mieux de s'abstenir dans ce cas-là. Puis c'est ça. Hein? Donc, Vincent, les séries éliminatoires débutent ce mardi soir avec la ronde de Wild Card de la Nationale qui opposera les Cubs et les Rockies, je me trompe pas. Et mercredi, nous aurons les Yankees contre les Aces. Mais avant d'en parler plus précisément, j'aimerais aborder un sujet de prédilection, le sort réservé au baseball dans les médias sportifs d'Amérique du Nord. Pourquoi, selon toi, les séries éliminatoires du baseball majeur, ils suscitent aucun intérêt, là? C'est comparable à celles de la NFL puis de la NBA. Pourquoi ils vont recevoir si peu d'attention de la part des médias dominants comme Fox Sports ou ESPN? Vas-y, mon Vince. Là, tu me poses une question. Il va falloir que je pourrais passer pendant 2 heures avec ça facilement. Là, vas-y, à chaud. Moi, c'est une de mes grandes obsessions parce que je me questionne beaucoup là-dessus sur le sort qui est réservé au baseball dans les sports, dans les médias américains, parce que c'est quand même un phénomène qui est récent. Ouais. Je veux dire, parce que le baseball, pendant plus de 2 siècles, a été une véritable religion aux États-Unis. C'était plus qu'un sport national, c'était un imaginaire national. Il suffit de regarder le fameux documentaire que je t'avais recommandé là, de Ken Burns sur le baseball. Oui, il est commencé d'ailleurs, oui. Oui, pour réaliser. Où non seulement, Ken Burns, lui, interroge plein de témoins de cette époque-là, que ce soit des grands journalistes sportifs de baseball comme Roger Angel, Robert Creamer, ou même des joueurs, tout ça. Et on se rend compte que c'est un sport qui a transcendé les athlètes et les amateurs de sport. On interroge les politiciens, je me rappelle plus de son nom, là, le très beau passage dans le documentaire où c'est le gouverneur du New Jersey où il raconte que le baseball, lui, a été capable de fabriquer une communauté américaine, une communauté où le bien du groupe, de la communauté passait avant celui des individus. Puis bon, il donne plein de noms comme bon, il y a le bunt, l'amorti-sacrifice, le ballon sacrifice, où il y a la question sacrifice qui est là. Ouais. Là, il en passe un très beau passage du documentaire. Le baseball, c'est vraiment le sport d'équipe, le sport communautaire par excellence. Je pense que pendant longtemps, ce sport-là a représenté une espèce d'idéal communautaire pour les Américains. Et puis, ça s'est essoufflé. Moi, je suis pas le seul à affirmer ça, parce que moi, je fais beaucoup de recherches sur l'histoire culturelle du sport, comment le sport est capable, d'une certaine façon, de raconter une société. Et si on regarde, vraiment, il y a un point tournant à la fin des années 50, en 1958 plus précisément, où le football américain, il y a comme un point tournant où le premier match de championnat diffusé à la télé, un championnat de la NFL qui opposait les Giants de New York aux Colts d'Indianapolis, au Yankee Stadium, d'ailleurs, c'est des paradoxes. Mm-hmm. C'est dans une des cathédrales du baseball que le baseball s'est mis, je veux dire, à agonir d'une certaine façon. La mort du baseball. Je sais pas si on peut parler d'une mort du baseball, c'est peut-être un peu trop tragique. Mais on n'était pas loin. On n'était pas loin d'une mort. On était dans le coma. Mais à l'époque, je veux dire, le baseball a quand même eu des âges d'or après ça, des années 70. Tu parlais de la Big Red Machine. Oui. Mais c'est devenu, le baseball, je pense, a toujours été un sport qui a eu de la difficulté à s'adapter à la télévision, au règne de la télévision, alors que le football, lui, quand on regarde l'histoire, par exemple, de NFL Films, quand Steve Sabol, le créateur de NFL Films, lui, s'est dit ouvertement, il faut qu'on dépasse le baseball. Il y a toujours eu, et c'est encore là, puis moi-même qui adore le football, je veux dire, je suis tiraillé entre, il y a une rivalité, la rivalité entre le baseball et le football m'habite énormément. Même si je suis un gars de baseball avant tout, c'est le sport que j'ai pratiqué, mais cette tension-là, il y a eu un affrontement qui s'est fait. Je pense qu'on est tous d'accord que
le football a détrôné manifestement le baseball, mais longtemps, il y a eu un affrontement entre ces deux sports-là. Mais ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que le baseball, c'est vraiment un sport que quand tu es sur le terrain, quand tu te déplaces, tu t'en vas dans un stade extérieur, ça bat de loin le spectacle que tu peux avoir quand tu vas te déplacer dans un stade de football. Surtout si tu es haut placé. Là, tu te demandes si le gars il a pogné à la passe ou s'il l'a pas pogné au football. Tu es obligé de te servir de l'écran géant. Puis, c'est ça. C'est que quand tu es sur le terrain, au stade, au Yankee Stadium ou au Fenway Park ou le Wrigley Field, c'est dur à battre comme expérience sur le terrain. Oui, mais pour les médias sportifs, le baseball, moi, je pense que le baseball n'a pas à rougir du football à la télévision. Non, surtout le football. Parce que le football à la télévision, là, je vais te le dire, là, essaye une bonne fois de faire écouter du football à quelqu'un qui connaît pas ça ou tu veux initier au football. Puis moi, te dire une chose, tu as besoin d'être patient parce que de la publicité, il y en a en tout à fait. Mobilier de l'église ici. Oui. Insérez-le, celui que vous voulez. Vraiment. Mais une des choses, c'est que tu regardes un match de football, il y a tout un travail, là, je veux dire, de moussage publicitaire. C'est ça, c'est plus du marketing que d'autres choses, dans le fond. Mais aussi, ils ont été capables de créer une mythologie. Une télévisuelle. La mythologie du baseball, elle est essentiellement littéraire. On lit encore, ça fait longtemps, on lisait le Sports Illustrated. C'était un rapport, on lisait le baseball. C'est pas quelque chose, c'est considéré comme le sport des écrivains. C'est un sport pour les initiés. C'est beaucoup plus difficile, je pense, de s'initier au baseball qu'au football, de l'apprécier à sa juste valeur, ne serait-ce que par sa riche histoire, un sport de 200 ans. C'est de plus en plus, c'est tellement un héritage lourd à porter pour les médias. C'est-à-dire, moi, je pense que ça a été plus facile de créer une mythologie plus moderne avec la NFL. C'est un sport plus spectaculaire. Le baseball, d'abord, c'est le seul sport qui fonctionne sur une temporalité naturelle. C'est pas une temporalité artificielle qui est circonscrite par un compteur et tout ça. Donc, je pense aussi, autant le baseball, je veux pas l'accuser de rien, mais est un peu autant écoutable aussi du désaveu dont il est victime en raison de sa nature profonde. Oui, mais moi, Vincent, je l'apprécie. Oui, mais Vincent, qu'est-ce que tu penses d'écouter le CH genre à TVA? Non, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, on s'entend. Surtout un match pré-saison, hein, c'est tellement excitant comparé à des matchs de baseball qui vont... La TVA perd beaucoup d'argent. Il n'y a pas... normalement, quand tu as les droits de télévision du Canadien de Montréal, je veux dire, les performances mentales du Canadien n'aident pas non plus. Non. Mais je pense que aussi il y a une mise sous silence et une fabrication. Moi, je dis toujours que le désintérêt du baseball aux États-Unis est fabriqué par des médias. Et voilà. Moi, je regarde souvent Fox Sports, par exemple. Ouais. T'as une curiosité morbide. Et puis, je regarde Skip Bayless qui va parler de baseball uniquement pour quand il est question des scandales de Barry Bonds, des scandales de stéroïdes, ou se demander quand est-ce que Pete Rose va être admis au temple de la renommée. Donc, on parle du baseball uniquement quand il est capable de créer du scandale. Et on en parle pour les mauvaises raisons, dans le fond. Exactement. C'est ça. Donc, moi, à chaque match des étoiles, il y a une émission spéciale. On demande, qu'est-ce qu'on devrait... Le sujet, c'est que devraient faire les responsables du baseball majeur pour rendre leur sport plus intéressant. Oui, à la télévision. À la télévision. Oui, ou en général. Je pense qu'il y a comme une espèce de procès subtil qui est fait du baseball dans ces médias-là où ils veulent jamais, d'une certaine façon. Surtout des anciens. Il y a beaucoup d'anciens joueurs de la NFL, d'ailleurs, dans ces réseaux-là. Je pense à Chris Carter qui est toujours en train à chaque cérémonie du Hall of Fame de la NFL, qui est toujours en train de dire c'est donc bien meilleur qu'à Cooper. On a donc un meilleur temple de la renommée qu'à Cooperstown. Donc, je pense que c'est des gens aussi
qui n'ont pas intérêt à ce que le baseball reprenne la popularité parce que ces gens-là sont eux-mêmes, là, comme ici au Québec, on a le même problème. Pourquoi le hockey occupe tant de place? C'est parce que il y a trop de gens qui ont des intérêts dans les médias sportifs québécois qui sont d'anciens joueurs de hockey ou d'anciens membres des dépisteurs, des arbitres, des coachs, à qui ça profite beaucoup trop. Qu'il y a une espèce de monopole de la couverture. Là. Mais c'était pas. Je voulais justement dresser un parallèle avec ça, le Canadien, puis l'Impact. Je pense qu'il y a comme une genre de petite guerre entre médias, entre les partisans qui cherchent la couverture médiatique de l'Impact, qui est presque inexistante, là, dans le fond. Oui. Je pense qu'il y a un parallèle aussi à faire avec ça, là. Oui, ben je pense que tous les sports qui sont minorisés ou dans une situation minoritaire dans leur ville ou dans leur région peuvent comprendre ça. C'est-à-dire, il y a des rapports de force dans toutes les villes, dans tous les sports. C'est très difficile. Autant les Dodgers sont une équipe mythique, par exemple, c'est très difficile pour eux de rivaliser avec les Lakers de Los Angeles, particulièrement depuis que LeBron James est arrivé là-bas. Donc, dans chaque ville, il y a des phénomènes comparables comme ça. Mais moi, je te dis que c'est un sport qui est, pour ce qui est du baseball, c'est qu'ici, on a un seul sport national, alors qu'aux États-Unis, il y en a deux. Quoique la crosse est considérée comme un des sports nationaux canadiens, il n'y a pas de circuit professionnel sérieux pour ça, mais c'est quand même, moi, ce que je trouve, c'est curieux, c'est plus que curieux, c'est tragique qu'un sport aux racines aussi profondes que le baseball soit presque devenu un mendiant là, dans les médias. Le baseball doit constamment faire des pirouettes. Ah, les pirouettes de Ozzie Smith, hein? Oh. Exact. Mais là, Vincent, je vais être obligé de te couper, mais parce qu'on s'entend que tu as du bagage puis que tu pourrais... C'est un sujet complexe. Facilement, mais c'est parce que c'est ça. Moi, je veux ça c'était on va te rappeler, là, tu vas revenir au podcast pour nous parler d'histoire de baseball. Moi, ça m'intéresse. Tu le sais, moi et toi, on a ça en commun. Puis là, il faut tomber dans le vif du sujet parce que là, je veux savoir, c'est qui tes favoris pour aller jusqu'au bout, les playoffs, évidemment. Je parle de séries éliminatoires de baseball. Tant dans la nationale que l'américaine, penses-tu que les Red Sox détiennent le nécessaire pour remporter les grands honneurs, d'après toi? Quelle est ta réponse? Oui. Là, moi, je vais m'improviser en analyse de baseball parce que là, moi, je suis plus, comme tu le sais, je suis plus un romantique du baseball. Moi, je raconte des histoires. Je suis pas du côté des analystes. Je vais essayer de me prêter à l'exercice. Moi, je pense que les Red Sox ont ce qu'il faut à l'attaque, ça c'est certain, pour aller jusqu'en série mondiale et même tout remplir. OK. Il suffit de... Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'alignements en série où tout le monde peut frapper comme ça. À part peut-être celui des Astros. Et des Astros, justement, qui sont, à mon avis, mes favoris. Qui sont mes favoris, moi aussi, pour remporter. Mon cœur est, comme tu dis, est avec les Red Sox, ma tête avec les Astros. Exactement. Je partage tout à fait ta formule. Mais il y a quelque chose... Bon, il y a quelque chose qui est spécial avec les Red Sox, c'est que moi, je les ai suivis, j'ai pratiquement regardé les 162 matchs cette année. C'est une maladie, pour moi, l'amour des Red Sox. Ouais. Ça s'empare de moi, puis c'est plus fort que tout. Donc, mais j'essaie de rester objectif. Ils sont allés chercher un Ian Kinsler, par exemple, à la date limite des transactions, où là, ils sont vraiment devenus un aliment redoutable à l'attaque, où il n'y avait plus de faiblesse, où on pouvait se servir d'un Brock Holt qui est très clutch dans les situations ça, c'est vrai. difficiles. Donc, on peut l'utiliser comme frappeur suppléant. Donc, si les Red Sox sont capables de garder Chris Sale, par exemple, 7 manches, on peut envoyer Eduardo Rodriguez qui était partant. Oui, parce que on a un problème de relève là, chez les Red Sox de Boston. Moi, je pense que les Red Sox vont périr. S'ils ont péri, ça sera en raison de la relève parce que Don Dombrowski, le directeur général des Red Sox,
quand à la date limite des transactions, les Red Sox avaient déjà le meilleur rendement du baseball, mais c'en était ridicule comparé. Bon, ils ont perdu des plumes par après, ils se sont mis à perdre, ils se sont fait balayer par les Rays, on s'en rappelle, au mois d'août, un peu après la date limite des transactions. Ouais. Et moi, j'ai un peu l'impression que Dombrowski s'est assis sur sa chaise, il était un peu trop confiant. Oui, les doigts de pied en éventail. Oui, il a laissé partir un releveur, moi, que j'adorais, qui est Zach Britton, qui était chez les Orioles et qui les a laissé partir chez ses ennemis jurés des Yankees. Ouais. Je pense que la pièce manquante des Red Sox, c'était d'avoir, avec la pléthore de partants qu'ils ont, de solides partants qui ont eu de la difficulté en série aussi, ça c'est une autre affaire, mais je pense qu'il leur manquait un releveur pour pouvoir intimider sérieusement les Astros. Parce que là, voilà. Mais en tout cas, regarde. Dire que les trois partants, juste un lien là-dessus pour les Red Sox, les trois partants des Red Sox, qui sont Chris Sale, David Price et Rick Porcello, n'ont jamais remporté un match en séries éliminatoires. Et voilà. Puis, surtout Price, mais lui m'inquiète. Ouais. Mais moi, je vais te le dire, là, en autant si on a les Dodgers de Los Angeles contre n'importe quelle autre équipe de l'américaine, je pense qu'on va avoir une série mondiale à couper le souffle. Oui. Puis, je pense que les Dodgers on l'a vu aujourd'hui parce qu'ils ont d'abord, c'est la seule équipe qui a 5. Les Dodgers, c'est la seule équipe qui ont 5 releveurs avec une moyenne de inférieure de points mérités inférieurs à 3. Mm-hmm. Ils ont Pedro Baez, Josh Fields, Dylan Sorrow, Kenley Jansen qui a eu un peu de difficulté de cet après-midi là, et Pat Van Dyke. Ouais. Donc ça les Dodgers, ils vont faire peur. Si les Red Sox en finale de série mondiale, ça va être très difficile parce qu'eux aussi ont un alignement béton là, avec l'expérience en série en finale l'an passé. La relève des Dodgers leur donne, même s'ils sont allés, même s'ils étaient allés jouer dans le wildcard qu'ils avaient perdu aujourd'hui, avait à mon sens une longueur d'avance, du moins dans l'enjeu, sur toutes les formations du baseball majeur là, pour ce qui est de la relève. Excellent. Vincent, en terminant, juste par oui ou non, parce qu'on n'a pas plus de temps, penses-tu que Jacob deGrom va remporter le Cy Young dans l'américaine? Oui ou non? Dans la nationale, excusez, oui. Oui. Dans la nationale, dis-je mal. Je pense que deGrom va remporter. Ça change un peu les paramètres parce que ça va être le premier lanceur partant dans l'histoire qui va remporter un Cy Young avec une fiche de 10 et 9. Il y a des releveurs dans l'histoire qui avaient gagné le Cy Young, qui avait des fiches comparables. Tu penses à Bruce Sutter, les Cubs, en 79, avait gagné avec 6-6, 2,22 de moyenne. Rollie Fingers, des A's Oakland, 6-3, 1,4 de moyenne, 1,04 de moyenne. Steve Bedrosian en 87, 5 victoires, 3 défaites. Donc, si tu connais pas Jacob deGrom, tu es convaincu que c'est un releveur. Il a sauté 42, il a fait 42 sautages. Ouais, c'est ça. Il change la donne, lui, parce que on en parlait la semaine passée, puis moi, Jake deGrom, si les Mets avaient marqué 4 points au minimum à chacune de ses sorties, aurait une fiche de 30 victoires, aucune défaite. Ça, c'est vrai. S'il avait marqué 3 points, il aurait une fiche de 25-1. Ouais. Et s'il avait marqué ne serait-ce que 2 points, 2 maigres points, deGrom aurait 20 et 6. Merci. L'affaire, c'est que deGrom se trouvait toujours à 2-1, il perdait 1-0. Donc, penses-tu qu'il va le gagner ou il ne va pas le gagner? Il n'y a pas le choix de le gagner. Il n'y a aucun lanceur dans les majeurs qui a dominé à ce point-là. Sa fiche n'est pas représentative. Moi, Vincent, je te fais confiance. Je vais mettre mes REER là-dessus. Fait que merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. C'est très enrichissant, comme d'habitude, de parler avec toi de baseball. J'espère que nos auditeurs auront apprécié également. Donc, on va te réinviter éventuellement. Alors, Vincent Filto, merci beaucoup pour ta contribution. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, les gars. Merci, Vincent. Au revoir. Salut. Et maintenant, nous allons passer avec notre collaborateur, Charles Hamel, Buissière, Lloyd et Touche. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Mini-pot, la saga Gilles Bussière versus Carl Carmoni ou, je sais pas, moi, course à la haie en chaise roulante. Tu sais, c'est comme le port du casque est recommandé ou, je sais pas, de la pétanque full contact chez les octogénaires de Honoré Mercier. Mais c'est pas que ça brasse tant que ça, mais mettons que si t'as manqué de fibres ou de figues, ben une petite poussée suffit. Donc, en fait, je vais un peu rebondir sur ce que tu parlais de full contact et tout. Je vais vous parler un peu de NASCAR, étant donné que cette fin de semaine, il y a eu une course avec un peu de ça. De contact. Un peu de contact, un peu de casse. En fait, c'était aussi une première pour le NASCAR qui coursait sur un roval. Un roval. Un roval. Je ne connais pas ce mot, un roval. En fait, c'est un nouveau concept. C'est vraiment la première fois. Les pilotes devaient faire comme presque un tour complet d'un ovale sur le circuit de Charlotte, un circuit qu'ils visitent très régulièrement. Puis, emprunter une partie intérieure, un circuit routier pour rembarquer sur l'ovale pour terminer le tour. Puis si on se fiait aussi à ce qu'on avait vu dans les pratiques, parce que les pilotes ont eu la chance d'aller faire des essais au courant de saison, c'était pas facile. Les pilotes avaient beaucoup de difficultés à tourner, beaucoup de tôle qui s'est froissée. Mais finalement, les pilotes nous ont montré qu'ils n'étaient pas pour rien les meilleurs au monde. Et finalement, de la casse, il n'y en a pas eu tant que ça. Finalement. Mais c'est ça, c'est un roval. Tu veux pas que ton GPS te lâche rendu là. Hein? C'est le mauvais moment. Là. Non, c'est pas vraiment le bon moment. Exactement. Donc, petite mise en contexte aussi par rapport à ça. Depuis une dizaine d'années, le NASCAR a implémenté, j'ai voulu dire un bon mot, puis je me suis enfargé dedans, donc je recommence. Oui, vas-y. Ont ajouté exactement, oui. Un volet séries éliminatoires qui dure 10 courses. Donc, les 16 meilleurs pilotes compétitionnent lors des 10 dernières courses. Évidemment, les autres sont toujours en piste, évidemment, parce que ça serait plate avec seulement 16 pilotes au lieu de 40. Oui. Et à chaque bloc de 3 courses, on élimine 4 pilotes, pour se ramasser à la dernière course, la finale de la saison, avec 4 pilotes. Et à cette course-là, celui qui finit le mieux dans le classement de la course remporte le titre. Donc, c'était la fin de la première ronde sur ce roval. Donc, il y a beaucoup d'implications en jeu. Et comme je le disais, on s'attendait à avoir beaucoup de casses. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Quelques têtes à queue, quelques accrochages sur le mur, mais rien de majeur. Jusqu'à la toute fin de la course, quand il y a eu une relance à 7 tours de la fin. Et puis, donc, on relance les voitures. Ils sont toutes groupées ensemble. Et puis, celui qui menait la course, Brad Keselowski, on dirait que pour lui, il s'en allait sur l'ovale et non sur le roval. Donc, il est arrivé au premier virage et ça a fait... un accident. Il a oublié de tourner. Donc, c'est en allé direct dans le mur. Ça m'est déjà arrivé, ça. Comme un gars chaud. Là, carrément comme un gars chaud. Il textait peut-être aussi. Texter au volant. Hein, peut-être. Donc, il a ramassé... Dans le fond, il s'est ramassé dans le mur. Il y en a quelques autres qui l'ont suivi. Donc, une dizaine de pilotes éliminés. On reprend la course avec quelques tours à faire. Donc, ça roule. Ouais. En arrivant au tout dernier virage, Jimmie Johnson, 7 fois champion de NASCAR au cours de sa carrière, doit gagner la course pour poursuivre son périple dans les séries. Mm-hmm. Il est deuxième. Donc, dernier virage, tente de dépenser Martin Truex, mais finalement arrive trop vite dans ce virage, part en tête à queue, amène Truex avec lui, qui lui avait déjà sa place assurée en deuxième ronde. Et finalement, Ryan Blaney se faufile, remporte la victoire. Et Jimmie Johnson, comme je le disais, 7 fois champion, est éliminé, donc ne participera pas à la deuxième course. C'est un peu parole. Oui, exactement. Mais une saison à oublier pour lui. Les résultats n'étaient tout simplement pas là. Mais je t'arrête une seconde. Oui. Non, c'est parce qu'on est dû pour une gorgée de bière, moi puis Oli. Là. On n'a pas rien que ça à faire, là, pas boire de la bière. Fait juste ça écouter, mais à un moment donné. Mm-hmm. Avoir la bouche sèche parce que tu parles pas. La bouche sèche. Oui, l'air était sec. Et voilà. Ben ça, c'est un commanditaire, hein, juste à rappeler. Wow, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Quand même. Je suis en train de me boire une hors-saison. Ça, c'est vraiment de toute beauté. Vraiment excellent. Découvrez, dégustez les brasseurs du monde. Moi, je tiens à préciser que le goût transpire de la canette parce que quand je l'ai ouvert, ben ça a comme fait un dégât. C'est pour te garder au sur le qui-vive. Je te félicite pour ton sauvetage. Oui, j'ai quand même utilisé la caisse là, qui était à portée de main pour sauvegarder tout le Bataclan médiatique. C'est-tu pas un beau produit? La caisse sert d'essuie-tout. Et voilà. Elle est absorbante, ultra absorbante. Donc, Charles, tu peux maintenant poursuivre. Oui, donc, on revient. Ce que je disais, Johnson a été éliminé.
La première ronde avait débuté à Las Vegas, victoire de Brad Keselowski. Pas la première ronde. Et oui, la première ronde. Donc, Keselowski qui remportait sa 3e victoire de suite, la première dans les séries, donc ça lui permettait assurément de passer en 2e ronde. Puis, la 2e course était à Richmond. C'est Kyle Busch qui l'a emporté. Il partait à l'arrière du peloton, il a remonté. Et quand on dit que la crème remonte toujours à la surface, on l'a vu à Richmond. Kyle Busch a fini premier, Kevin Harvick 2e et Martin Truex a fini 3e. Ces 3 pilotes-là, ensemble, au courant de la saison régulière de 26 courses, ont remporté 17 courses à leurs 3. Donc, quand on dit que la crème a remonté à la surface, c'était le cas. C'est du gros stock. Et on remet ça dimanche, cette semaine, à Dover pour la 2e ronde. Je vous invite à surveiller mon texte qui va sortir un peu plus tard cette semaine. On aura ça à l'affût, mais est-ce qu'il y a un autre sujet? Oui, en fait, on va tomber un peu dans On n'a pas le temps. Ah, malheureusement. Et parlant de crème qui remonte, là, je veux juste vous dire qu'un bon truc, si jamais votre boss vous tombe ses nerfs, là, tu gardes 3-4 cafés Tim Hortons là, pendant une couple de jours, puis tu t'en fais un à la fin. Des restants, là? Oui, les restants, puis dans le micro-ondes pendant 1 minute 50, puis tu y apportes un bon café. Ça fait remousser le lait. C'est merveilleux. C'est excellent. Il va adorer. Donc, excellent. En fait, oui, j'ai une petite brève nouvelle, mais en fait, d'importance... une personne qui a annoncé sa retraite un peu plus tôt cette semaine, je dirais même une personne qu'on pourrait dire qui est très importante dans l'histoire du hockey au Canada. Une légende. Oui, vraiment une légende. Donc, Caroline Ouellette, qui est la joueuse de hockey, qui a décidé d'annoncer sa retraite de la compétition, mais en fait, elle ne quitte pas vraiment le hockey. Elle va demeurer entraîneur adjointe avec l'Université Concordia. Elle est aussi entraîneur technique avec les Canadiennes. Elle va aussi être membre du personnel d'entraîneur de l'équipe canadienne nationale. Et va aussi, ça c'est super intéressant, ça fait quelques années qu'elle fait ça. Elle est aussi entraîneur d'une équipe Pee-Wee. Donc, il rassemble quelques semaines avant le tournoi Pee-Wee de Québec. Il rassemble toutes les meilleures joueuses de hockey au Québec, forme une équipe, puis participe au tournoi Pee-Wee de Québec dans une classe avec les gars. Wow. Puis même l'année passée, ils ont fait une très belle figure. Donc, ça, c'est un des projets qui lui tient à cœur. Caroline Ouellette, en fait, c'est quoi? Je vais vous donner quelques statistiques. Ouais, je les divise en 2 blocs. Au niveau... Are you feeling 7-up? Comme Wayne Gretzky. Oui, comme Wayne Gretzky. En 84. C'est-tu là? Crossedor. Bon, j'ai pas mal tout fait mes quotes de Wayne Gretzky. Tu peux y aller maintenant. Donc, c'est ça. Au niveau international, Caroline Ouellette, c'est 4 médailles d'or aux Olympiques. Donc, en 2002, 2006, 2010 et 2014. En 2014, elle était d'ailleurs la capitaine. C'est 234 points, toutes compétitions confondues. C'est aussi 6 médailles d'or et 5 médailles d'argent au championnat du monde. Donc, c'est extraordinaire. Que ça. Que ça. Dans la Ligue canadienne de hockey féminin, elle était membre des 4 équipes des Canadiennes qui ont remporté la Coupe Clarkson. Mm-hmm. Elle est la meilleure pointeuse dans l'histoire de la Ligue, 315 points en carrière. Elle est 2e pour les buts derrière sa coéquipière Noémie Marin, qui a aussi annoncé sa retraite il y a 2 semaines. Et elle a été aussi nommée 2 fois la MVP, donc joueuse de l'année de la Ligue. Et pour terminer, je vous inviterai aussi, si vous avez... je vous donnerais une dizaine de minutes parce que c'est quand même assez long. Elle a publié une lettre sur le... Moi, normalement, ces lectures-là, je fais ça sur le bol. Sur le bol, oui, c'est une belle lecture. Oui, quand même. Mais tu peux le faire en 2-3 parties. Là. 10 minutes, oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé de tout faire ça d'une shot. Là. Mais sur le bol au travail, ça s'étire. Il faut étirer ça, effectivement. Oui, effectivement. Voilà. Donc, je vous invite à aller lire la lettre qu'elle a publiée. Elle écrit à sa fille qui est née l'hiver dernier. Oui, elle était enceinte l'hiver dernier. Elle a donné naissance à une fille et elle explique un peu comment ça a changé sa vie et aussi comment elle était heureuse d'annoncer à ses coéquipières que quand elles ont gagné la Coupe Clarkson en 2019, ils l'avaient faite avec trop de joueuses sur la glace parce qu'elle était déjà enceinte à ce moment. En 2019, tu dis? En 2017. OK, d'accord. OK, c'est ça. J'ai-tu dit 2019? Oui, mais c'est peut-être moi qui ai mal entendu. Je m'excuse pour le quiproquo. Donc... T'aurais pu lire dans l'avenir, Charles, ça se peut? Ça aurait pu. C'était 2017. Oui. Et aussi, l'autre fait d'armes, c'est d'avoir été de retour au jeu après seulement 53 jours, après avoir donné naissance à sa fille, 53 jours. Écoute, j'ai retourné travailler le lendemain. Moi, c'est pas si grave que ça. Oui, vu de même. Donc, c'est ça. Donc, une grande qui tire sa révérence, Caroline Ouellette, qui a pris sa retraite. Félicitations, Mme Ouellette. Oui, félicitations. Est-ce qu'on a un applaudissement, un shout-out ou... Et voilà. C'est bien mérité.
Et c'est maintenant le moment de parler boxe avec notre expert en sport de combat. On n'a plus le temps, Charlie. On n'a plus le temps, mais non, Olivier Daigneault, mes questions pour toi avant que tu commences, parce que moi, j'ai des questions pour toi. Si tu avais le choix entre affronter George Foreman à l'âge actuel et shooter au Prozac pour Lyon, évidemment, Steven Seagal, mais les mains attachées, ou Ronda Rousey, mais tu as le droit d'utiliser ton troisième bras. Hein, une joke de bisounement, on était dû. Qui tu prendrais? Écoute, me coller sur Ronda, je sais pas combien je paierais pour ça. Ouais, bon choix. Mais quoi que me coller sur George aussi. Ben oui, George qui s'y enlève son partiel, là. Puis il pourrait peut-être me fournir un grill. Ouais, c'est ça, j'allais dire, te coller entre deux grilles. Ça pourrait. Ça serait excellent. Ça serait Avec chaud. un peu de Pam, j'apprécierais probablement. Oui. Laisse-moi aller regarder mes notes, Charlie. Ouais, vas-y donc. De quoi dont je t'ai parlé aujourd'hui? Oui. Écoute, il y a eu une grosse nouvelle dans le monde de la boxe, mais c'est un peu faire un lien aussi parce que c'est bizarre que voyons, Vincent en a parlé un petit peu plus tôt. Ça revient joindre un peu ce qui est le contexte. C'est HBO qui a annoncé son comment dirais-je, son retrait du... Oui, le retrait. Télédiffusion de la boxe. C'est comme un coït interrompu. C'est un peu ça qui est arrivé. Ils ont tiré la plug. Ils ont tiré la plug en bon québécois, effectivement. Ah oui, je me retire. HBO qui ont offert le premier gala sur leur zone en janvier 73. George Foreman. Hey, j'étais jeune dans ce temps-là, moi. 73, moi je pense que mes parents venaient de se marier. J'étais même pas une tache dans un caleçon. Moi non plus. À peine. Et puis George Foreman qui a battu Joe Frazier par KO au deuxième round pour remporter le titre des poids lourds. Écoute, c'est un grand événement dans le monde de la boxe. Ça a amené la boxe à un autre niveau. Ça a sorti la boxe du crade un petit peu, qui était un peu géré par la mafia, un peu. Un peu. Légèrement. Mais tu sais, ça l'a amené la boxe à un autre niveau. Comme je disais, ça a été vraiment le début d'une belle époque pour la boxe. Écoute, il y a eu le prestige qui est venu avec ce réseau-là qui a amené des combats. Écoute, je vais en nommer quelques-uns. Oui, vas-y. Mais Rumble in the Jungle, un combat de Mohamed Ali contre George Foreman, justement, en Afrique, qui a été... écoute, il y a eu des reportages avec ça. Il y a un excellent film qui a été fait par rapport à ça. C'est pas Ric Flair qui serait allé là. Oui, probablement. Il y a eu aussi Trelai Manila, encore une fois. Ouais. Mohamed Ali, encore une fois. Joe Frazier, on parle de la belle époque des poids lourds de la fin des années 70, là, qui était... il y a eu, écoute, Marvelous Marvin Hagler, Julio César Chavez, écoute, des Mike Tyson sur HBO, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Oscar de la Hoya, name it, là. On peut dire ça, là, name it, là. Il n'y avait pas eu Arturo Gatti aussi pendant un certain temps? Ben oui, non, il y a eu... Écoute, il y avait une liste un petit peu trop... ça ne finissait plus, la liste, là. J'ai arrêté après Oscar de la Hoya. Tu sais, le Michael Buffer, tout vient de là. Tout cet enrobage-là, les descripteurs de HBO, le Boxing After Dark, ça a été une époque grandiose. Ils ont décidé de tirer la plug cette semaine. C'était un petit peu tristounet, leur affaire. C'est, oui, avec sa fameuse quote « Soyez prêts à la baston ». Oui, effectivement, ça s'en vient. Oui. Il y a eu au Québec, il y a eu des boxeurs québécois. Lucha Boutique s'est battu sur HBO. Ouais. Le combat de Jean Pascal contre Bernard Hopkins sur HBO. Il y en a eu d'autres aussi. Ça a été vraiment un ramassis vraiment de prendre la boxe puis de dire OK, on l'amène à un autre niveau. On l'amène dans les ligues majeures. On l'amène dans la Ligue nationale un peu. Mm-hmm. On a donné une crédibilité au sport. Tout à fait, exactement. Et puis, écoute, ça a été un petit peu triste, mais l'avenue de nouveaux médias, ESPN, il y a DAZN qui rentre aussi, qui sont de plus en plus fort, beaucoup de compétition. Et le streaming illégal. Le streaming illégal, non, mais à la maison, là, il n'y a personne qui fait ça ici. Il n'y a personne qui... Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais honnêtement, charger... Objection! OK, ben vas-y. Charger des prix pour le pay-per-view. Tu sais, effectivement. Mais avec les abonnements sur Internet, comme DAZN, qu'est-ce qu'il offre? C'est assez extraordinaire quand même. Là. Quand on veut, on peut. Là. Moi, quand j'étais jeune, on se cotait 5$ chaque. On roulait 2 joints à 4 papiers. Là. C'est vrai, ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que HBO, tu peux te le permettre, le jeune. OK? Effectivement. Fais des bons choix dans la vie. C'est ça. Voilà. Là, on me dit qu'on n'a plus le temps, mais il y a Simon King qui se bat en fin de semaine. Oui. Combat assez important contre l'Ontarien. On a du temps, écoute. Dylan Carmen, qui est un... Je pense qu'on peut dire que c'est le dernier adversaire canadien là, dans son registre. Là, après ça, je pense qu'il va être prêt à passer à autre chose. Effectivement, passer au... il en parle lui-même. Là, je pense qu'il sait qu'il est rendu. Là, il a battu Adam Braidwood au mois de juin. Là, il affronte Dylan Carmen qui, en toute honnêteté, là, il a 13 victoires, 12 KO.
3 défaites. On peut s'attendre à ce que Simon s'en sorte assez bien, je crois, avec une victoire en fin de semaine. Puis après ça, ça va être la recherche des défis sur le marché américain. Il y a certains noms qui ressortent, Dominic Brazel, Gerald Washington. Il y a Trey Morrison aussi. Il y a quelques combattants qui sont sur la liste, la short list, comme on dit, la petite liste d'épicerie de Monsieur Keane, le Trifluvien, qui aimerait ça. Le Trifluvien. Passer à un autre niveau. Parce que, oui, tu sais, il a battu Braidwood, il a fait sa renommée au Québec. Tu sais, je pense qu'on peut dire qu'il est en train de dominer le marché canadien de la boxe pour les poids lourds, en tout cas. Là, je pense qu'il est temps de monter. Ici, il a 29 ans. Là. Ouais. On s'entend qu'il est dans son prime. Là. Il est plus dans son prime que moi à 29 ans. Oui, ça c'est clair. Non, il est en pleine forme. Puis le combat, il est présenté à TVA Sport. On parle encore une fois de diffusion. Puis le combat, il est présenté gratuitement à TVA Sport. C'est vraiment assez génial. Là. Ouais. Il va falloir qu'on s'ajuste un petit peu aussi. On parlait de ça, le streaming, vis-à-vis les revenus en télé à la carte. Est-ce que des galas avec des champions qui affrontent des plus ou moins des bons adversaires, est-ce que ça vaut le 70$ que tu es prêt à partager avec tes 3 de tes amis? On présente un combat de Simon King, qui est quand même un combat d'envergure, avec Steven Butler, qui a un combat aussi en demi-finale, aussi, qui va être assez intéressant, gratuitement sur TVA Sport. Ça va être un rendez-vous. Malheureusement, je ne serai pas au centre Vidéotron pour cette rencontre. Non. J'aurais bien aimé, mais j'ai trop de routes à faire cette fin de semaine. Ça fait un peu loin. Ouais, mais non, j'y aurais été si ne serait-ce que le fait que j'ai beaucoup de routes à faire entre le combat. Alors, mais ouais, c'est ça. On va s'en reprendre. Je vais être là, je vais être au casino, par exemple, le 13, le combat d'Eric Bazinian, par exemple. Puis tu vas ramener des entrevues croustillantes. Je vais essayer de faire mon possible pour avoir... Le son au casino, c'est parce qu'il y a tellement de musique techno. Oui, mais je sais. On y arrangera ça. Ouais, on va essayer de faire de quoi. Moi, j'ai un truc pour toi. Tu t'apportes une couverture du plaisir, puis t'amènes le boxeur dans ta couverture du plaisir. Ça pourrait pas paraître un peu louche, une intimité que vous n'arriverez pas à trouver ailleurs. J'étais un peu gêné, moi, dans la vie. Ça paraît pas comme ça. Là, mais là, c'est un boxeur, mais il a le cœur tendre. Puis, ouais, mais il est quand même en bédaine, puis il est suant. Je sais pas. Tu prendrais une douche, gars, les danseurs, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Après occupation double, voici. T'improviseras sur place. Là. Tu vas trouver une façon. Je vais faire mon possible pour ramener 2-3 quotes croustillantes. Merci, Olivier. Cool. Oui. Je n'ai plus de notes, Charlie. OK, donc c'était la fin de cette croustillante capsule de boxe. Et maintenant, Charles, je pense que tu voulais nous parler de hockey. Ben, en fait, j'étais surtout curieux de savoir si la nouvelle saison de la Ligue nationale qui va commencer cette semaine, le Canadien, est-ce que ça vous intéresse? Le capitaine du Canadien? Ben, c'est pas l'autre, là, Shannon Weber, quelque chose de même, là? Oui, celui qui est arrivé de Nashville, mais qu'on n'a pas vu bien. Oui, celui avec le genou, là, à 4 millions de dollars, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais donc, je reviens à ma question. La nouvelle saison, la saison du Canadien, ça vous dit quelque chose? Ça vous intéresse? Pas tant. Ben, peut-être. Ah, ça c'était des criquets. Oui, non. C'était très réussi comme effet. Oui. Honnêtement, j'ai regardé un petit peu, mais c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, c'est plus ou moins intéressant pour le moment. Mais il faudrait quand même en parler. Oui. Il y a plusieurs choses à dire. Alors, on vous promet un spécial hockey la semaine prochaine, chers auditeurs. Alors, je vais laisser ma place. On va arrêter de parler de boxe. On va parler des vraies des affaires. Alors, maintenant, Charles, tu vas nous envoyer dans le buffet le thème de la fin, qui est nécessairement et forcément Benny Hill. Donc, merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le champ pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24, including et tout, un code d'éthique qui n'est pas à négliger. On rappelle les commanditaires, mon cher Olivier. C'est les Brasseurs du Monde. Découvrez, dégustez. Oui, et faites attention lorsqu'il est temps d'ouvrir la dite canette parce que ça transpire de la canette. Et Charles, un bruit pour la fin? Hasta la vista, baby. Et voilà. Merci tout le monde. Merci. Hey, à la semaine prochaine. Au revoir.